Je vais donc vous parler de l'OTAN, puisque effectivement l'invasion de l'Ukraine par la Russie en fait questionne le rôle de l'OTAN sur plusieurs points. Donc d'une part, le conflit se déroule sur le flanc est, donc à la frontière de plusieurs de ses États membres. D'autre part, le conflit oppose deux pays qui sont des partenaires de l'OTAN et qui ont des programmes de partenariat avec l'OTAN, donc le pays envahi et le pays envahisseur. Et puis l'OTAN est aussi au cœur d'un narratif russe qui est principalement un narratif russe mensonger et qui axe donc la centralité de cette organisation dans ce conflit. Donc, dans cette présentation, je vais revenir sur 4 points pour évoquer un peu les conséquences pour l'OTAN de cette guerre et pointer un paradoxe majeur en conclusion, ce qui me semble être un paradoxe majeur en conclusion. Donc le premier point, sur les récits mensongers russes concernant l'OTAN. Donc déjà, le cas de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui est présenté comme une des causes, une des raisons pour lesquelles la Russie a envahi le pays, est quelque chose de tout à fait erroné, puisque l'OTAN n'a jamais fait rentrer l'Ukraine dans son programme de préadhésion, qu'on appelle le plan d'action pour l'adhésion. Les Ukrainiens pensaient qu'ils rentreraient dans cette stratégie de préadhésion en 2008, lors du sommet de Bucarest de l'OTAN, mais ça a été refusé et c'est pas revenu sur la table depuis. Du côté de l'OTAN, on estime que l'Ukraine est un État qui n'est pas prêt à adhérer pour des raisons politiques, économiques, militaires, un État qui serait trop corrompu, une armée qu'on jugeait jusqu'à présent pas assez haut niveau, pas au niveau de celle des troupes de celle de l'OTAN. Donc la question de l'adhésion avait vraiment été écartée et donc depuis plusieurs années. Donc déjà un narratif faux. D'autre part, un autre récit mensonger russe qu'on a beaucoup entendu au début de la guerre et qui commence à revenir un peu, c'est la promesse qu'aurait fait l'OTAN de ne jamais s'élargir. Alors l'OTAN n'a jamais fait cette promesse. Ce qu'il y a eu, c'est qu'au début des années 90, on a eu des discussions entre le secrétaire d'État américain James Baker, avec le ministre allemand des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher. On a eu des discussions avec Mikhail Gorbatchev, mais toutes ces discussions, c'est des discussions donc à l'oral. Et des discussions à l'oral, ça n'engage personne. Et ça n'engage surtout pas l'OTAN, qui est une organisation, pour qu'une décision soit prise, la décision doit être prise par tous les États membres au consensus lors d'une réunion du Conseil de l'Atlantique Nord. Donc, ce n'est pas ce genre de discussion bilatérale qui engage l'OTAN, et l'OTAN n'a donc jamais promis de s'élargir. Par ailleurs, c'est des discussions qui ont eu lieu dans les années 90, et notamment au moment de la réunification allemande, et au moment où la RDA en fait, devient de facto membre de l'OTAN avec cette réunification. Et il faut dire qu'au début des années 90, en février 90, mars 90, aucun pays d'Europe centrale n'avait encore mis à l'agenda l'adhésion de l'OTAN. Donc, il aurait été un peu bizarre de promettre quelque chose que personne, et donc les principaux intéressés, n'envisageaient toujours pas à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le premier point. Donc le deuxième point, c'est le rôle limité de l'OTAN dans cette guerre. Le rôle de l'OTAN, en fait, se limite principalement à assurer la protection des États membres, et ça passe notamment par un renforcement de la posture de dissuasion sur le flanc Est. Donc ça signifie une augmentation du nombre de soldats affectés à la présence avancée renforcée, avec des bataillons qui sont maintenant présents dans tous les pays du flanc Est. Depuis le début de la guerre, il y a de nouveaux bataillons qui ont été mis en place en Hongrie et en Slovaquie. Aussi un déploiement plus important d'avions dans le cadre de la police du ciel et aussi plus de patrouilles de navires dans les mers Baltiques et Méditerranée. Et donc, en fait, c'est un rôle qui est, somme toute, un rôle assez limité et qui est, en fait, un rôle qui reflète, en fait, la nature de l'Alliance, qui est, en fait, une alliance militaire territoriale défensive dont l'action s'inscrit dans le cadre de la charte de l'ONU. C'est-à-dire que l'OTAN peut renforcer donc sa posture de dissuasion. Elle peut aussi entreprendre une action armée sans autorisation du Conseil de sécurité, mais seulement sur le territoire de ses États membres. Et par contre, l'OTAN a besoin de l'aval du Conseil de sécurité pour intervenir dans un État tiers, et qui est donc l'Ukraine. Il y a eu un petit précédent sur lequel les Russes reviennent souvent, qui est le Kosovo. Actuellement, on n'est pas du tout dans cette perspective-là au sein de l'OTAN, et on veut absolument éviter justement ce type de précédent qui est maintenant utilisé par justement notamment la Russie. Et donc, c'est ça qui explique que l'OTAN n'a pas pu répondre positivement aux demandes du gouvernement ukrainien, notamment aux demandes du président Zelensky de mettre en place une zone d'exclusion aérienne au début du conflit, parce que si l'OTAN le faisait sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, elle deviendrait partie au conflit. Et ça, c'est quelque chose que les États membres, à l'heure actuelle, veulent absolument se refusent, parce qu'en fait, on aurait un conflit qui s'étendrait à l'échelle européenne, voire transatlantique. Et donc, ça permet de rebondir un peu sur ce que disait Guillaume aussi dans sa présentation, c'est que là, on a une paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque l'un des membres permanents viole le droit international, la souveraineté, l'intégrité et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes d'un pays. Et
ne peut pas mener d'action non plus de protection, par exemple, de mission de maintien de la paix, ce genre de choses non plus, parce que la Russie bloque au Conseil de sécurité, puisqu'elle est membre permanent et qu'elle a un droit de veto. Troisième point, on a un échec de la politique de partenariat OTAN-Russie. Il faut savoir que l'OTAN a signé une charte de partenariat avec la Russie en 1997 qui s'appelle l'acte fondateur OTAN-Russie. À l'époque, dans les années 90, on avait une double politique de l'OTAN qui était d'une part réaliser son élargissement et d'autre part créer une relation de partenariat avec la Russie. Donc quand on dit là encore que l'OTAN n'a jamais tendu la main à la Russie, bon, on peut en douter. L'idée de cet accord de partenariat avec la Russie, c'était qu'il ne fallait, on ne voulait pas faire rentrer la Russie dans l'OTAN. Ça semblait quelque chose de trop compliqué parce qu'on estimait que la Russie en soi est un système régional à elle-même, notamment à travers la communauté des États indépendants, et que donc il fallait plutôt un accord de partenariat qui lie les deux parties. L'idée était de l'inclure dans une architecture euro-atlantique de sécurité à sa hauteur, c'est-à-dire puissance nucléaire, grande puissance militaire, grande puissance politique. Donc lui reconnaître quand même un statut un peu spécial via cet acte fondateur OTAN-Russie. L'idée, c'était que les deux parties, donc OTAN et Russie, feraient des consultations sur toutes les questions de sécurité, qu'ils mettraient des actions communes dans le domaine du maintien de la paix, du désarmement, de la lutte contre les armes de destruction massive, et qu'également les deux parties contribueraient, je cite, à construire une Europe stable, pacifique et sans division, une Europe entière et libre au profit de tous ses peuples. Voilà. On peut, perspective du conflit en Ukraine, relire cette phrase, c'est intéressant. L'acte aussi mentionne clairement que les deux parties, donc l'OTAN et la Russie, s'engagent à respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les États de la zone euro-atlantique. Voilà. Alors, du côté de l'OTAN, on estime que cet acte fondateur, en fait, a été violé à 3 reprises par la Russie: Géorgie 2008, Ukraine 2014, Ukraine 2022. Et pour certains États membres, notamment certains États membres du flanc Est, cet acte n'est donc plus valide. L'OTAN n'a plus, en fait, à s'en soucier pour mener ses actions. Alors, ce qu'il faut savoir cependant, c'est que l'acte, en fait, c'est une charte. L'OTAN voulait que ce soit une charte, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de juridiquement contraignant. A contrario, c'est la Russie, à l'époque, le négociateur russe qui était Evgueni Primakov, qui voulait que cet acte soit juridiquement contraignant. Et on voit là le paradoxe, c'est que c'est la Russie, en fait, qui profite le plus du caractère charte, du caractère voilà, agrément moral entre les deux parties, puisque c'est elle qui l'a brisé à plusieurs reprises. Et en fait, pourquoi cet acte et pourquoi ce partenariat n'a pas nécessairement fonctionné, pour revenir brièvement, c'est à l'époque, quand il a été négocié, il y avait quand même une division au sein de l'élite russe sur la pertinence de nouer un partenariat avec l'OTAN, puisque pour certains, en fait, l'OTAN était déjà considérée comme une réminiscence anachronique de la guerre froide, et que donc elle n'avait plus lieu d'être, et qu'il fallait penser en fait l'architecture européenne de sécurité différemment et pas avec l'OTAN. Donc il y a toujours eu quand même des divisions là-dessus, même si on a pu avoir des coopérations OTAN-Russie, coopération via des exercices, via des missions de maintien de la paix, ce genre de choses, ça existait donc début 90, 2000, et d'ailleurs même quand Vladimir Poutine était déjà au pouvoir, donc au début des années 2000. Quatrième point, la légitimité de l'OTAN est renforcée par les demandes d'adhésion de 2 pays neutres, donc la Suède et la Finlande, qui ont fait savoir au printemps 2022 leur volonté de rejoindre l'organisation. Alors, ces États donc, sont des pays partenaires de l'OTAN depuis 1994. Ils font partie d'un programme de partenariat qu'on appelle le partenariat pour la paix. Et en fait, ce sont des pays qui sont déjà à un haut niveau en fait, de rapprochement avec l'OTAN. Leurs armées sont quasiment parfaitement interopérables. Par ailleurs, ce sont des pays qui respectent les critères politiques et économiques de l'OTAN, au sens que ce sont des démocraties qui respectent l'état de droit, les libertés fondamentales, économie de marché fonctionnelle. Et c'est cela qui explique en fait que le processus d'adhésion marche aussi rapidement, voilà, parce que partenariat de longue date plus critères remplis. Et donc, en creux, ce que ça dessine, c'est que pour ces pays-là, en fait, qui sont membres de l'UE aussi, c'est que l'UE n'est pas, en fait, pourvoyeuse de sécurité, ne semble pas être, en fait, l'organisation à même d'assurer leur défense territoriale, alors même que le 42.7 de l'Union européenne est assez similaire, en fait, à l'article 5 de l'OTAN, hein, quand on lit bien les deux textes. Après, plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi on privilégie un lien avec l'OTAN qu'avec l'UE, et c'est pas, en fait, nécessairement pour l'OTAN en elle-même, mais c'est
ce que l'OTAN apporte en fait, et ce que l'OTAN apporte, c'est le lien transatlantique. Ce que l'OTAN apporte aussi, c'est le parapluie nucléaire. Au sein de l'Union européenne, il n'y a plus qu'une seule puissance nucléaire, c'est la France. Au sein de l'OTAN, il y en a trois, donc la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc un parapluie nucléaire beaucoup plus efficace, et donc une organisation qui apparaît finalement comme une pourvoyeuse de hard security. Et donc, ça m'amène à ma conclusion qui est donc qu'on a une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on a une stratégie déclamatoire qui axe la centralité de l'OTAN, tant par le discours mensonger du gouvernement russe que par la stratégie aussi déclamatoire du secrétaire général Stoltenberg, hein, notamment ses derniers discours sur l'économie de guerre. Et pourtant, finalement, l'OTAN a un rôle assez limité dans cette guerre qui vise principalement à protéger l'intégrité territoriale des États membres. Mais elle voit justement sa pertinence comme acteur principal de l'arène de sécurité européenne renforcée, notamment par ses demandes d'adhésion. A contrario, l'Union européenne elle ne bénéficie pas de ce regain de légitimité, ou de façon moindre, et d'acteurs clés de la sécurité européenne, alors qu'elle est quand même bien plus active. Elle est bien plus active à plus d'un titre. Elle est bien plus active parce que c'est l'Union européenne qui fournit quand même des armes à l'Ukraine via la Facilité européenne pour la paix. C'était mentionné par Julien Malizard dans le panel précédent. On a quand même, depuis février 2022, donc en un an, 3,6 milliards qui ont été affectés à l'Ukraine. Là, début février, une nouvelle tranche de 500 millions. La Facilité européenne pour la paix, ce n'était pas un outil qui était fait pour fournir des armes à un pays attaqué, hein, initialement. Donc on a eu un changement institutionnel d'un outil pour en faire quelque chose pour ce pourquoi il n'avait pas été fait. Donc là aussi, on a une plasticité, une souplesse de l'Union européenne qui n'est pas nécessairement soulignée. Facilité qui sert donc à fournir des armes, à fournir des munitions, des moyens logistiques à l'Ukraine. À noter que la Norvège, qui est un pays membre de l'OTAN, a décidé début décembre de participer aussi à cette Facilité européenne pour la paix avec un premier paquet de 14 millions d'euros. L'Union européenne est aussi active via sa politique commerciale parce que les sanctions, l'OTAN ne peut pas en faire, c'est une organisation strictement militaire, tandis que l'UE peut en faire parce qu'elle a des outils de politique commerciale, notamment par la Commission européenne. Et donc, c'est toutes ces sanctions sur des individus et des entités, sanctions sur des personnalités du régime, sanctions sur des personnes qui ont commis les atrocités à Boutcha, sanctions sur des entreprises pétrolières, des banques, ce genre de choses. Et l'Union européenne est enfin active sur un autre point qui est l'aide aux réfugiés. On parle assez peu mais de ces réfugiés. On en a plus de 3 millions, par exemple, en Pologne, d'Ukrainiens qui se sont réfugiés. Donc là encore, ce n'est pas l'OTAN qui aide nécessairement à accueillir ces réfugiés dans de bonnes conditions. Et donc, depuis ce conflit, le rôle de l'OTAN est survalorisé. Or, dernier point, je finirai là-dessus, le mouvement Euromaïdan en 2013-2014 en Ukraine, il est parti du refus de l'ancien président ukrainien Yanukovych de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Il n'est pas parti d'une tentative d'adhésion à l'OTAN. Et c'est suite au Maïdan que la Crimée a été annexée illégalement par la Russie et que la guerre s'est déclenchée dans la région ukrainienne du Donbass. Et donc, il est délicat en sciences sociales de trouver le point de départ. On parle d'illusion étiologique, mais là, on a peut-être un point de départ en fait, qui dépend de la capacité d'attraction de l'Union européenne et moins de celle de l'OTAN. Et je vous remercie.